Avant de commencer, prenez un instant pour vous détendre. Respirez profondément et laissez le monde extérieur s'éloigner. Dans cette histoire, nous allons suivre la vie et le regard de Claude Monet, un homme qui n'a pas seulement peint des paysages, mais qui a transformé notre manière de voir la lumière, le temps et le réel. Vous découvrirez ses luttes, ses doutes, ses élans créateurs et cette quête obstinée de l'instant juste. Installez-vous confortablement, plongez dans cet univers et si cette aventure vous plaît, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Naître avec la lumière en soi. Il y a des artistes qui apprennent à peindre et d'autres qui apprennent à regarder. Pour Claude Monet, son histoire commence par le regard, bien avant de maîtriser le pinceau. Son histoire n'est pas celle d'un génie révélé d'un coup, mais celle d'une sensibilité qui se forme lentement, presque à son insu, dans le frottement quotidien avec le monde visible. Dès l'enfance, quelque chose en lui refuse l'immobilité, la fixité, l'idée même que les choses puissent être saisies une fois pour toutes. Né à Paris mais élevé en Normandie, il grandit dans un environnement où la lumière ne contente pas d'éclairer, elle transforme. Le ciel change plusieurs fois par jour, la mer n'a jamais la même couleur, les nuages glissent, se déchirent, se recomposent. Denis Racous perçoit ce spectacle permanent comme une école silencieuse. Monet n'analyse pas encore ce qu'il voit, mais il ressent profondément que le monde est mouvement, variation, vibration. Rien n'est stable, tout est passage. Très tôt, il montre une indépendance farouche. À l'école, il s'ennuie, non pas par manque d'intelligence, mais parce que les règles lui paraissent artificielles. Il préfère observer, dessiner, caricaturer. Ses premiers dessins ne sont pas des paysages, mais des visages, souvent moqueurs, parfois cruels. Ils témoignent déjà d'un sens aigu de l'observation, d'une capacité à saisir un caractère en quelques traits. Pourtant, ce talent précoce ne le rapproche pas encore de la peinture telle qu'on la conçoit alors. Il est un adolescent libre, presque insolent, qui se méfie de toute autorité, y compris artistique. Ce qui va bouleverser sa trajectoire, ce n'est pas une révélation mystique, mais une rencontre décisive avec la nature elle-même, médiatisée par un homme plus âgé, Eugène Boudin. Ce dernier lui ouvre un horizon radicalement nouveau, peindre en plein air. Non pas reproduire un paysage depuis l'atelier, mais se confronter directement à lui, sous le ciel changeant, dans le vent, face à l'instabilité même du réel. Pour Monet, cette expérience est fondatrice. Il comprend que la peinture peut être autre chose qu'un exercice académique. Elle peut devenir une traduction immédiate de la sensation. À partir de ce moment, la lumière cesse d'être un simple élément du tableau. Elle devient le sujet principal, même si Monet ne le formule pas encore ainsi. Il observe comment une falaise blanche devient dorée au coucher du soleil, comment une ombre bleue naît là où l'on attendrait du noir, comment l'eau reflète le ciel tout en le déformant. Ces observations ne sont pas intellectuelles, elles sont presque physiques. Monet ressent la lumière avant de la comprendre, et c'est cette relation viscérale qui guidera toute son œuvre. Mais cette sensibilité précoce est aussi une source de tension. Monet se sent à l'étroit dans un monde qui valorise la conformité, la réussite sociale, la reconnaissance institutionnelle. Son père, commerçant, espère pour lui un avenir plus stable, plus respectable. La peinture apparaît comme une voie incertaine, presque dangereuse. Ce conflit familial n'est pas seulement matériel, il est symbolique. Il oppose deux visions du monde. L'une fondée sur la sécurité et la reproduction des modèles, l'autre sur le risque, l'instinct et l'exploration. Monet choisit sans hésiter la seconde voie, mais ce choix a un prix. Très jeune, il fait l'expérience de la précarité, du doute, de l'incompréhension. Pourtant, loin de l'affaiblir, ces obstacles le renforcent dans sa détermination. Il ne cherche pas à plaire, ni même à être compris immédiatement. Ce qu'il importe, c'est de rester fidèle à ce qu'il voit et ressent. Cette fidélité au regard, plus qu'à toute théorie, devient son moteur intime. Il faut comprendre que Monet n'est pas un révolutionnaire par provocation. Il ne cherche pas à renverser l'ordre établi pour le plaisir du scandale. Sa rébellion est plus profonde, plus silencieuse. Elle naît du constat que les règles de la peinture traditionnelle ne permettent pas de rendre justice au monde tel qu'il le perçoit. Les contours nets, les compositions figées, les couleurs assombries lui semblent mensongères. Le monde qu'il voit est lumineux, instable, traversé de reflets et de vibrations.
comment accepter de le trahir au nom d'un idéal académique? Cette question, encore informulée, traverse déjà son esprit de jeune homme. Elle s'accompagne d'une autre tension, plus intime, la peur de l'échec. Monet doute, souvent. Il se demande s'il a raison de suivre cette voie incertaine, s'il ne se trompe pas de combat. Mais ces peurs ne l'arrêtent pas. Elles les accompagnent, comme une ombre discrète, et nourrissent paradoxalement son exigence. Plus il doute, plus il observe, plus il travaille. Ainsi se dessine, dès les premières années, le fil rouge de toute son existence. Apprendre à voir et apprendre à faire voir. Non pas imposer une vision, mais inviter le regardeur à ralentir, à observer les nuances, à accepter que le réel ne se laisse pas enfermer dans des formes définitives. La lumière, pour Monet, n'est pas un effet décoratif. Elle est le signe même du temps qui passe, de la vie qui se transforme sans cesse. Dans cette naissance artistique, rien n'est encore joué, mais tout est déjà en germe. La fidélité à la sensation, la défiance vis-à-vis des cadres imposés, l'amour du plein air, la fascination pour les variations lumineuses, mais aussi la solitude, le doute et la persévérance. Ce sont ces forces, parfois contradictoires, qui vont guider Monet vers Paris, vers les ruptures à venir, vers une révolution picturale qui, sans le savoir encore, changera durablement notre manière de regarder le monde. Le refus des cadres et l'appel du dehors. Quitter l'enfance ne signifie pas pour Claude Monet renoncer à la liberté du regard, bien au contraire. Plus il avance en âge, plus le décalage entre sa sensibilité et les attentes du monde adulte se creuse. Là où l'on attend discipline, obéissance et intégration dans un parcours balisé, Monet ressent une résistance intérieure presque physique. Les cadres, qu'ils soient sociaux, moraux ou artistiques, lui apparaissent comme des entraves. Il ne les rejette pas par principe, mais parce qu'ils l'empêchent de rester fidèle à ce qu'il perçoit. À l'adolescence et au début de l'âge adulte, cette tension devient centrale. Monet sait désormais qu'il veut peindre, mais il ne sait pas encore comment exister comme peintre dans une société qui valorise avant tout la reconnaissance institutionnelle. Les salons officiels, les écoles académiques, les hiérarchies rigides définissent ce qu'est un artiste légitime. Or, tout dans son expérience personnelle lui dit que cette légitimité est construite sur des conventions qui n'ont que peu à voir avec la réalité du monde visible. L'appel du dehors, déjà présent lors de ses premières expériences de peinture en plein air, devient une nécessité presque existentielle. Peindre à l'extérieur, ce n'est pas seulement changer de décor, c'est accepter l'imprévu, le vent, le froid, la lumière changeante, les nuages qui modifient la scène en quelques minutes. Là où l'atelier protège et fige, le dehors expose et oblige à la réactivité. Monet y trouve une vérité que l'espace clos ne peut offrir. Le paysage n'est pas un objet à posséder, mais un phénomène à accompagner. Ce choix n'est pas sans conséquence. En refusant de se plier aux méthodes académiques traditionnelles, Monet s'expose à l'isolement. Il n'est pas encore le chef de file d'un mouvement, il est un jeune homme parmi d'autres, souvent incompris, parfois méprisé. Les maîtres reconnus voient dans cette peinture rapide, exécutée sur le motif, un manque de sérieux, voire une forme de paresse. Pour eux, l'art doit idéaliser, corriger, ennoblir la nature. Pour Monet, au contraire, toute correction est une trahison. Ce refus des cadres est aussi un refus de la narration imposée. La peinture dominante de son époque privilégie les grandes scènes historiques, mythologiques ou religieuses, chargées de symboles et de récits. Monet, lui, se détourne de ces sujets. Non pas par incapacité à les traiter, mais par désintérêt profond. Ce qui l'obsède, ce n'est pas l'histoire racontée, mais l'instant vécu. Un champ sous le soleil, une route poussiéreuse, un ciel chargé de nuages lui semblent infiniment plus riches que les récits héroïques figés sur la toile. Ce choix esthétique révèle une motivation intime. Monet cherche une peinture qui ne s'impose pas au regardeur, mais qui l'invite. Il ne veut pas dire ce qu'il faut penser ou ressentir. Il veut créer un espace où chacun puisse retrouver une sensation familière, presque oubliée. Cette ambition est à la fois humble et radicale. Humble parce qu'elle renonce au spectaculaire et au grandiloquent. Radicale parce qu'elle remet en cause la fonction même de l'art tel qu'on le conçoit alors. Mais cette liberté a un coût psychologique.
Monet doute souvent de lui-même. Il demande s'il n'est pas en train de s'exclure volontairement, de se condamner à une marginalité stérile. La pauvreté n'est pas une abstraction, elle est une expérience concrète, faite d'incertitude, de dette, de renoncement. Pourtant, même dans les moments de découragement, il ne renonce pas à sa vision. Abandonner le dehors pour rentrer dans le cadre serait pour lui une forme de reniement. Ce rapport conflictuel aux institutions nourrit aussi une peur plus profonde, celle de perdre son regard. Monet craint moins l'échec public que la compromission intérieure. Il redoute qu'en cherchant l'approbation, il finisse par peindre ce qu'on attend de lui et non ce qu'il voit réellement. Cette peur devient un garde-fou. Elle le pousse à rester vigilant, à se méfier des facilités, à accepter l'inconfort comme le prix de l'authenticité. Dans cette période de formation, le dehors n'est donc pas seulement un espace physique, il devient un symbole. Être dehors, c'est être exposé, vulnérable, mais aussi libre. C'est accepter que le tableau ne soit jamais totalement maîtrisé, que la lumière échappe, que le résultat soit imparfait. Monet apprend petit à petit que cette imperfection n'est pas un défaut, mais une trace du réel. Là où l'académisme cherche la maîtrise totale, il découvre la beauté de l'inachevé, du fugitif. Cette approche transforme progressivement sa manière de peindre. Les contours s'aploussissent, les touches deviennent plus visibles, les couleurs s'éclaircissent. Il ne cherche plus à dissimuler le geste, mais à le laisser apparaître comme le témoignage d'un moment précis. Chaque toile devient une sorte de dialogue entre le peintre et le monde, un échange rapide avant que la lumière ne change à nouveau. Cette urgence donne à son travail une intensité particulière, mal comprise, souvent dérangeante. Le reflux des cadres n'est pas une posture figée. Monet n'est pas enfermé dans une opposition systématique. Il observe, il apprend, il regarde aussi les œuvres des autres. Mais il filtre tout à travers son expérience directe. Ce qui ne correspond pas à son ressenti est écarté, sans guerre, sans mépris. Il avance par intuition, par ajustements successifs, construisant lentement une cohérence intérieure qui ne dépend d'aucune autorité extérieure. Ainsi, l'appel du dehors structure peu à peu toute son existence. Il influence ses choix de vie, ses lieux d'habitation, ses relations. Monet n'est pas un ermite, mais il a besoin d'espace, de ciel, d'horizons ouverts. Cette nécessité n'est pas un caprice, elle est liée à sa manière de penser et de créer. Le monde clos l'étouffe, le monde ouvert l'apaise et le stimule à la fois. Dans ce refus obstiné des cadres se dessine déjà une révolution silencieuse. Monet ne théorise pas, ne manifeste pas. Il peint, encore et encore, convaincu que la vérité du regard finira par s'imposer d'elle-même. Ce pari est risqué, mais il est cohérent avec tout ce qu'il est. En choisissant le dehors, il choisit une voie incertaine, mais profondément fidèle à sa nature. Et c'est sur ce chemin, loin des cadres rassurants, que va se jouer la suite de son histoire. Paris. Apprentissage par la rupture. Arriver à Paris pour Claude Monet ne signifie pas entrer dans un monde de certitude. La capitale artistique, avec ses académies, ses ateliers, ses salons officiels, ne l'accueille pas comme un refuge, mais comme un champ de tension. Paris est à la fois un aimant et un obstacle. Elle attire par la promesse d'un apprentissage, d'une reconnaissance possible, d'une confrontation avec d'autres artistes. Mais elle impose aussi ses règles, ses hiérarchies, ses attentes implicites. Pour Monet, cette dualité devient une épreuve décisive. Il découvre rapidement que l'apprentissage institutionnel n'est pas synonyme de liberté créatrice. Les cours, les exercices, les modèles imposés lui donnent le sentiment d'un décalage constant entre ce qu'on lui demande de faire et ce qu'il ressent comme juste. On lui apprend à construire une composition idéale, à maîtriser le dessin avant tout, à subordonner la couleur à la forme. Or, pour lui, la couleur est déjà vivante, mouvante, insaisissable. Elle ne peut pas être simplement ajoutée à une structure préexistante. Cette discordance nourrit une frustration silencieuse. Paris lui apprend aussi la solitude. Entouré de milliers d'artistes, Monet se sent paradoxalement isolé. Il observe beaucoup, parle peu, doute souvent. Les réussites rapides de certains, leur aisance sociale, leur capacité à se conformer aux attentes du système accentuent son propre sentiment de marginalité. Il n'est pas un élève docile, ni un rebelle tapageur. Il est ailleurs, intérieurement, absorbé par une quête que peu comprennent.
Pourtant, cette période parisienne n'est pas stérile. Elle agit comme un révélateur. En voyant ce qu'il refuse, Monet précise peu à peu ce qu'il cherche. La rupture ne se fait pas dans le rejet brutal, mais dans la prise de conscience progressive. Il comprend que suivre la voie académique lui apporterait peut-être une sécurité matérielle, mais au prix d'un appauvrissement intérieur. Ce constat est douloureux, car il implique un renoncement volontaire à une forme de reconnaissance immédiate. C'est aussi à Paris qu'il rencontre d'autres artistes en situation similaire, des esprits inquiets, insatisfaits, cherchant eux aussi une alternative. Ces rencontres ne sont pas encore structurées en mouvement, mais elles nourrissent un sentiment de fraternité tacite. Chacun avance de son côté, mais tous partagent une même fatigue face aux conventions. Monet découvre qu'il n'est pas seul à ressentir ce malaise diffus, cette impression que quelque chose d'essentiel échappe à la peinture officielle. La ville elle-même devient un terrain d'observation. Paris n'est pas seulement un lieu d'apprentissage théorique, c'est un organisme vivant. Les rues, les quais, les jardins offrent une multitude de scènes où la lumière joue un rôle central. Monet regarde comment le soleil se reflète sur la Seine, comment la brume transforme les façades, comment les sombres glissent sur les pavés. Il comprend que même la ville, souvent perçue comme artificielle, est soumise aux mêmes lois de variation que la nature. Cette découverte élargit son champ de vision. Mais peindre Paris en plein air reste un défi. La rapidité du changement lumineux y est encore plus brutale qu'à la campagne. Le mouvement constant, le bruit, la foule compliquent l'attention. Monet apprend à simplifier, à aller à l'essentiel. Il renonce progressivement aux détails anecdotiques pour se concentrer sur l'atmosphère générale. Cette capacité à hiérarchiser l'information visuelle deviendra l'un des fondements de son langage pictural. La rupture avec l'académisme n'est pas immédiate ni totale. Monet oscille, tente parfois de s'adapter, puis recule. Ces hésitations ne sont pas des faiblesses, mais des étapes nécessaires. Elles témoignent d'un conflit intérieur réel, d'un désir sincère de comprendre avant de rejeter. Il ne veut pas être dans la négation pure, il veut trouver une voie juste, cohérente avec son regard. Cette période est aussi marquée par des difficultés matérielles accrues. Paris est cher, impitoyable avec ceux qui ne réussissent pas rapidement. Monet connaît la précarité, les logements insalubres, les repas incertains. Cette insécurité constante pèse sur son moral, alimente ses peurs. Il craint parfois de ne jamais pouvoir vivre de sa peinture, de devenir un artiste sans œuvre reconnue, sans public. Mais ces angoisses, loin de le paralyser, renforcent sa lucidité. Il comprend que s'il échoue, ce ne sera pas par manque de compromis, mais par fidélité à lui-même. L'apprentissage parisien est donc moins une acquisition de technique qu'une clarification intérieure. Monet apprend ce qu'il ne veut pas devenir. Il apprend à se méfier des succès trop rapides, des formules toutes faites. Il développe une forme de résistance, douce mais tenace. Cette résistance ne s'exprime pas par des discours, mais par le travail quotidien, par l'obstination à peindre malgré tout, à chercher encore et encore la justesse d'une sensation. Il faut aussi évoquer la fatigue mentale qui accompagne cette phase. Vivre dans la rupture permanente, sans reconnaissance, sans certitude, épuise. Monet traverse des moments de découragement profond, où l'idée même de continuer semble absurde. Pourtant, chaque fois, le regard le ramène à la peinture. Un ciel, un reflet, une variation inattendue de couleurs suffisent à rallumer le désir. La lumière agit sur lui comme un rappel constant de sa vocation. Paris lui enseigne enfin que la rupture n'est pas un état définitif, mais un processus. Il ne s'agit pas de rompre une fois pour toutes, mais de rester vigilant, de ne pas se laisser absorber par les normes dominantes. Cette leçon est essentielle pour la suite de son parcours. Monet ne sera jamais un artiste figé dans une opposition stérile. Il évoluera, changera, expérimentera, mais sans jamais renoncer à cette exigence fondamentale, peindre ce qu'il voit et non ce qu'on attend de lui. Ainsi, l'apprentissage parisien, souvent perçu comme un passage obligé vers la consécration, devient pour Monet une école de lucidité et de courage intérieur. La ville ne lui offre pas encore la reconnaissance, mais elle lui donne quelque chose de plus précieux, la certitude que sa voie passe par la rupture consciente, assumée, avec les cadres qui étouffent le regard. Cette certitude, fragile mais tenace, l'accompagnera dans les épreuves à venir et préparera les bouleversements qui transformeront bientôt l'histoire de la peinture. La guerre, l'exil et la fragilité du destin. Lorsque la guerre éclate, elle ne frappe pas seulement les nations, mais aussi les trajectoires individuelles.
Pour Claude Monet, ce bouleversement historique agit comme une fracture intime. La violence du monde extérieur vient percuter de plein fouet une existence déjà fragile, faite d'incertitudes matérielles et de combats intérieurs. La guerre impose un rythme brutal, étranger à la lente observation de la lumière et des paysages. Elle rappelle que la vie peut basculer sans prévenir. Les projets les plus tenaces peuvent être suspendus, voire anéantis. Face à cette menace, Monet choisit l'exil. Ce choix n'est ni héroïque ni confortable. Il est dicté par la nécessité de survivre, mais aussi par une forme de lucidité. Rester signifierait interrompre toute possibilité de création, être englouti dans un conflit qui ne laisse aucune place à la contemplation. Partir, en revanche, c'est accepter l'arrachement, la culpabilité, l'inconnu. L'exil n'est jamais neutre. Il transforme le regard que l'on porte sur soi et sur le monde. Loin de la France, Monet découvre un autre rapport au temps et à la société. L'Angleterre, avec ses brumes, ses fleuves larges, ses ciels changeants, ne lui est pas étrangère sur le plan sensible. La lumière y est différente, plus diffuse, moins tranchée, mais tout aussi mouvante. Cette atmosphère nourrit son regard et l'oblige à s'adapter. Il ne s'agit pas de répéter ce qu'il faisait ailleurs, mais d'apprendre à voir à nouveau dans un contexte inédit. La lumière ne se donne jamais de la même manière, et Monet le sait mieux que quiconque. Mais l'exil est aussi une épreuve psychologique. Être étranger, dépendre de soutiens précaires, recommencer sans cesse, use les forces. Monet ressent intensément la fragilité de sa situation. Rien n'est acquis, rien n'est garanti. Cette précarité renforce une peur déjà présente, celle de disparaître sans laisser de traces, d'être un peintre sans œuvre reconnue, sans ancrage. La guerre, en suspendant le cours normal des choses, amplifie ces angoisses. Pourtant, cette période n'est pas uniquement marquée par la peur et l'instabilité. Elle agit aussi comme un révélateur de ce qui comptait réellement. Privé de son pays, de ses repères habituels, Monet se raccroche à l'essentiel, le regard. Tant qu'il l'œil peut observer, tant qu'il le peintre peut traduire une sensation, il n'est pas totalement dépossédé. La peinture devient moins un projet de carrière qu'une nécessité vitale, presque une manière de résister à l'absurdité de la violence. La guerre lui apprend également que l'histoire collective dépasse largement les ambitions individuelles. Cette prise de conscience modifie subtilement son rapport à son propre travail. Il comprend que la peinture ne sauvera pas le monde, qu'elle ne mettra pas fin au conflit, mais il pressent aussi qu'elle peut offrir autre chose, un espace de calme, de durée, face à la brutalité de l'instant. Cette conviction silencieuse renforce sa détermination à poursuivre, malgré tout. Dans l'exil, Monet observe les autres, leurs habitudes, leurs paysages, leur façon de vivre. Cette distance lui permet de regarder la France autrement, avec une forme de nostalgie mêlée de lucidité. Il comprend que son attachement à certains lieux n'est pas seulement géographique, mais profondément sensoriel. Ce ne sont pas les frontières qui lui manquent, mais certaines lumières, certaines vibrations de l'air, certains rythmes naturels. Cette distinction est essentielle. Elle montre que son lien au monde est avant tout perceptif, non idéologique. La fragilité du destin se manifeste aussi dans sa vie personnelle. Les incertitudes financières, les tensions affectives, la solitude pèsent lourdement. Monet n'est pas un être insensible, enfermé dans sa tour d'ivoire artistique. Il est traversé par les mêmes inquiétudes que les autres. Comment vivre? Comment aimer? Comment protéger ceux qui lui sont chers? La guerre exacerbe ces questions sans y apporter de réponse claire. Elle laisse l'individu face à sa vulnérabilité fondamentale. Cette vulnérabilité, loin de le détruire, affine pourtant sa sensibilité. Monet devient plus attentif aux nuances, aux transitions imperceptibles. Il regarde les paysages avec une intensité accrue, comme si chaque vision pouvait être la dernière. Cette conscience aiguë de l'éphémère nourrit son travail, même s'il ne l'analyse pas ainsi. La lumière, déjà centrale, prend une dimension presque existentielle. Elle devient le symbole de ce qui persiste malgré le chaos. L'exil lui apprend également l'humilité. Loin de toute reconnaissance officielle, il mesure combien la carrière artistique dépend de facteurs extérieurs, souvent arbitraires. Cette lucidité le protège en partie contre les illusions futures. Il n'idéalise plus le succès, il n'en fait pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est la justesse du regard, la fidélité à la sensation vécue. Tout le reste est secondaire, soumis aux aléas du temps.
Lorsque la guerre s'achève et que la perspective d'un retour se dessine, Monet n'est plus tout à fait le même. Il a traversé une période où le monde paraissait se déliter, où les repères les plus solides se révélaient fragiles. Cette expérience laisse une empreinte durable. Elle renforce sa détermination à créer une œuvre ancrée dans le présent, dans l'instant vécu, plutôt que dans les grands récits héroïques ou idéologiques. La guerre et l'exil ne sont donc pas une parenthèse sans conséquence. Ils constituent une étape fondamentale dans la construction de son regard. Au contact de la fragilité du destin, Monet apprend à ne plus rien tenir pour acquis, ni la lumière, ni le temps, ni même sa capacité à créer. Cette conscience aiguë de la précarité donnera à son œuvre future une profondeur particulière, faite de persévérance silencieuse et d'attention extrême au monde tel qu'il se présente, ici et maintenant. Voir autrement. La naissance d'un regard nouveau. Revenir à la peinture après la guerre ne signifie pas pour Claude Monet reprendre là où il s'était arrêté. L'expérience de l'exil, de la précarité et de la rupture a profondément modifié son rapport au monde. Quelque chose s'est déplacé en lui, de manière subtile mais irréversible. Il ne s'agit pas d'un changement de style conscient, encore moins d'une stratégie artistique. C'est un déplacement du regard, une manière nouvelle d'habiter ce qu'il voit. Monet ne cherche plus seulement à peindre un paysage, mais à saisir ce qui, dans ce paysage, échappe à toute fixation durable. Voir autrement commence par une forme de renoncement. Monet comprend qu'il ne pourra jamais capturer la réalité telle qu'elle est, de manière exhaustive. Toute tentative de restitution fidèle est vouée à l'échec, non pas par manque de talent, mais parce que le réel est mouvant, instable, insaisissable. Cette prise de conscience ne le décourage pas, au contraire, elle le libère. En acceptant l'impossibilité de la reproduction exacte, il ouvre un espace nouveau, celui de la sensation. La sensation devient alors le cœur de sa démarche. Non pas une émotion spectaculaire, mais une impression immédiate, fragile, parfois presque imperceptible. Monet s'intéresse à ce moment précis où la lumière transforme un lieu, où l'air semble vibrer, où les couleurs se modifient sous l'effet d'un nuage ou d'un rayon de soleil. Ce moment est bref, fugitif. Le peindre exige une attention totale, presque tendue, et une rapidité d'exécution qui laisse peu de place à l'hésitation. Dans cette approche, le dessin perd progressivement son rôle central. Il ne disparaît pas, mais il cesse d'être le fondement absolu de la composition. Monet ne construit plus le tableau autour de contours nets, mais autour de masses colorées, de rapports de tons. La forme émerge de la couleur et non l'inverse. Cette inversion est décisive. Elle modifie non seulement l'apparence de ses œuvres, mais aussi la manière dont elles sont perçues. Pour un regard habitué à la peinture académique, ces toiles semblent inachevées, floues, presque maladroites. Monet accepte cette incompréhension avec une lucidité croissante. Il sait que ce qu'il cherche à montrer ne correspond pas aux critères dominants de son époque. Il ne cherche plus à convaincre par la virtuosité technique ou la noblesse du sujet. Il veut provoquer une expérience visuelle directe, sans médiation intellectuelle. Le spectateur n'est plus invité à admirer un savoir-faire, mais à ressentir une atmosphère. Ce nouveau regard implique aussi une discipline particulière. Contrairement à l'idée d'une peinture spontanée et désordonnée, le travail de Monet exige une concentration extrême. Observer la lumière demande du temps, de la patience, une capacité à rester immobile tout en étant intensément attentif. Il faut accepter de recommencer sans cesse, de laisser de côté des toiles entières si la sensation initiale s'est perdue. Cette exigence est éprouvante, physiquement et mentalement. Les peurs de Monet évoluent avec cette transformation. Il ne craint plus seulement l'échec social ou financier, il redoute désormais quelque chose de plus intime, perdre la justesse de son regard. Il a peur de se répéter, de tomber dans une formule, de produire des images séduisantes mais vides de sensations. Cette peur devient un moteur. Elle l'oblige à se remettre en question, à déplacer sans cesse son point de vue, à chercher des situations nouvelles. La motivation profonde de Monet se précise à cette époque. Il ne s'agit plus seulement de peindre la nature, mais de montrer comment nous la percevons. Il comprend que la vision humaine n'est pas objective, qu'elle dépend de la lumière, de l'instant, de la position du regardeur.
En rendant visibles ces variations, il invite le spectateur à tomar conscience de sa propre manière de voir. La peinture devient ainsi un outil de révélation, non une simple représentation. Cette approche transforme aussi son rapport au temps. Monet cesse de penser le tableau comme une œuvre destinée à traverser les siècles intacte et immuable. Il l'envisage comme la trace d'un moment précis, irréversible. Chaque toile est liée à une heure du jour, à une saison, à une lumière particulière. Cette inscription dans le temps donne à son travail une dimension presque méditative. Peindre, c'est accepter le passage, l'inréversibilité, sans chercher à les nier. Voir autrement pour Monet, c'est aussi accepter l'incertitude. Il avance sans plan théorique, sans manifeste. Il ne sait pas toujours où le conduit sa recherche et cette absence de certitude est parfois angoissante. Mais elle est aussi féconde. Elle l'oblige à se remettre en question, à déplacer sans cesse son point de vue, à chercher des situations nouvelles. Le regard nouveau de Monet ne limite pas la nature, il s'étend à tout ce qui l'entoure. Les scènes ordinaires, les paysages modestes, les lieux sans prestige deviennent dignes d'attention. Il n'y a plus de hiérarchie entre les sujets nobles et les sujets banals. Tout dépend de la lumière, de l'atmosphère, de la sensation éprouvée. Cette égalité des motifs est profondément subversive dans le contexte artistique de son époque. Peu à peu, sans l'avoir prémédité, Monet construit un langage pictural cohérent. Ce langage repose sur quelques principes simples mais exigeants. Peindre sur le motif, privilégier la couleur et la lumière, accepter l'inachèvement, rester fidèle à la sensation immédiate. Ces principes ne sont pas formulés comme des règles, mais incarnés dans la pratique quotidienne. Ils deviennent une seconde nature. Ce nouveau regard ne cherche pas à s'imposer, il se propose, silencieusement. Monet n'explique pas, il montre. Il fait confiance à l'expérience directe du spectateur. Certains rejettent cette proposition, d'autres y sont sensibles, sans toujours pouvoir la formuler. Cette diversité de réactions ne le détourne pas de sa voix. Il sait désormais que sa tâche n'est pas de plaire, mais de voir juste. Ainsi naît dans cette période de maturité naissante un regard qui transformera durablement l'histoire de la peinture. Un regard qui ne prétend pas saisir le monde dans sa totalité, mais qui accepte sa fragmentation, son instabilité, sa richesse infinie. En apprenant à voir autrement, Monet ouvre une porte. Il ne force personne à la franchir, mais il invite chacun à regarder, peut-être pour la première fois, la lumière telle qu'elle est, vivante, changeante, insaisissable. L'impression comme scandale et révélation. Lorsque les premières œuvres issues de ce regard nouveau sont présentées au public, la réaction est brutale. Claude Monet n'attendait pas à une adhésion immédiate, mais l'ampleur du rejet dépasse ce qu'il avait imaginé. Les critiques parlent d'esquisses, d'ébauches, de poils inachevés. On lui reproche son absence de dessin précis, ses touches visibles, ses couleurs jugées arbitraires. Ce qui pour lui est une tentative honnête de traduire une sensation devient, aux yeux de beaucoup, une provocation ou une incapacité. Le scandale ne naît pas seulement de la nouveauté formelle, il vient surtout du fait que ces peintures refusent les codes implicites du regard cultivé. Elles ne racontent pas d'histoire claire, ne proposent pas de message moral ou symbolique, elles montrent un instant, rien de plus. Or, pour une grande partie du public, l'art doit expliquer, édifier, impressionner. Monet, lui, demande simplement de regarder. Cette demande, en apparence modeste, est en réalité profondément dérangeante. Le terme d'impression, utilisé d'abord de manière moqueuse, cristallise ce malentendu. Ce mot, choisi pour ridiculiser une peinture jugée vague et approximative, révèle pourtant avec justesse ce que Monet cherche à faire. Une impression n'est pas une certitude, ni une vérité définitive. C'est une perception fugace, subjective, liée à un moment précis. En acceptant cette désignation, même involontairement, Monet et ceux qui partagent sa démarche assument une position radicale, celle de la subjectivité assumée. Pour Monet, cette période est psychologiquement éprouvante. Être incompris ne flatte pas l'ego, contrairement à une idée répandue. Cela isole, fragilise, fait douter. Il se demande parfois s'il n'est pas allé trop loin, s'il n'a pas rompu trop violemment avec les attentes communes, mais il ne peut pas revenir en arrière. Peindre autrement serait désormais un mensonge. La révélation est là.
Il a trouvé une manière de voir qui lui est propre, et cette découverte est irréversible. Le scandale agit aussi comme un révélateur social. Monet découvre qu'il n'est pas seulement découplé des institutions, mais aussi du public lui-même. Regarder ses toiles demande un effort inhabituel. Il faut accepter l'absence de contours nets, laisser l'œil recomposer la scène, s'attarder sur les vibrations de la couleur. Beaucoup refusent cet effort. Ils préfèrent une image immédiatement lisible, rassurante. Monet comprend alors que sa peinture ne s'adresse pas à tous de la même manière, et il l'accepte sans amertume. Ce rejet nourrit cependant une peur nouvelle, celle d'être enfermé dans une étiquette. Le mot impressionniste, né dans la moquerie, commence à circuler. Monet se méfie de toute classification. Il redoute que cette appellation ne fige une recherche encore en cours, qu'elle ne transforme une démarche vivante en formule reconnaissable. Il ne veut pas devenir le représentant d'un style, mais rester un chercheur de lumière. Cette tension l'accompagnera longtemps. Paradoxalement, le scandale attire aussi des regards attentifs. Certains spectateurs, moins attachés aux conventions, perçoivent dans ces toiles quelque chose de profondément juste. Ils reconnaissent une sensation familière, celle d'un matin brumeux, d'un soleil filtré par les nuages, d'un instant suspendu. Ces réactions, souvent silencieuses, comptent davantage pour Monet que les critiques tapageuses. Elles confirment que sa peinture peut toucher directement, sans explication. La révélation est donc double. Pour le public, elle est déroutante, il faut apprendre à regarder autrement. Pour Monet, elle est intérieure. Il comprend que son travail ne peut pas être jugé selon les critères anciens. Cette prise de conscience l'apaise en partie. Il cesse peu à peu d'attendre une validation immédiate. Il sait désormais que le temps joue en sa faveur, même si ce temps est long et incertain. Cette période de scandale transforme aussi sa relation au doute. Le doute ne disparaît pas, mais il change de nature. Il ne porte plus sur la légitimité de sa démarche, mais sur sa capacité à rester fidèle à elle-même. Monet se demande sans cesse s'il parvient vraiment à saisir la lumière telle qu'il l'aperçoit, ou s'il se contente parfois d'en donner une image séduisante. Cette exigence intérieure devient plus forte que le regard extérieur. L'impression cesse alors d'être un simple terme polémique. Elle devient une clé de lecture du monde. Monet comprend que toute vision est une impression, conditionnée par l'instant, par la position du corps, par l'état intérieur du regardeur. En donnant forme à cette idée sur la toile, il ne propose pas une théorie, mais une expérience. Il invite chacun à reconnaître la part subjective de sa propre perception. Le scandale, loin de l'anéantir, renforce finalement sa détermination. Monet n'est pas animé par l'esprit de contradiction, mais par une cohérence intérieure. Une fois cette cohérence atteinte, il est prêt à assumer les conséquences. Il accepte la marginalité provisoire, les difficultés financières, l'incompréhension, comme le prix à payer pour rester fidèle à sa vision. Dans cette confrontation entre rejet et révélation, quelque chose de décisif se joue. Monet ne se définit plus seulement comme un peintre en rupture, mais comme un explorateur du visible. Il comprend que son rôle n'est pas de rassurer, mais d'ouvrir des chemins. L'impression, autrefois moquée, devient le point de départ d'une transformation profonde du regard artistique. Une transformation qui ne fait que commencer et dont les répercussions dépasseront largement sa propre existence. La fraternité des peintres incompris. À mesure que le scandale enfle autour de ces nouvelles manières de peindre, une dynamique inattendue se met en place. Claude Monet n'est plus seul dans son isolement. Autour de lui gravitent d'autres artistes qui partagent, chacun à leur manière, le même sentiment d'étouffement face aux normes établies. Cette proximité ne naît pas d'un programme commun ni d'une doctrine clairement formulée. Elle naît d'une expérience partagée, celle de l'incompréhension, du rejet et d'un désir profond de rester fidèle à une vision intérieure. Cette fraternité n'a rien d'une alliance stratégique. Elle est fragile, parfois conflictuelle, faite de solidarité ponctuelle et de divergences profondes. Les peintres qui s'y reconnaissent n'ont pas tous la même sensibilité, ni les mêmes ambitions. Certains sont plus audacieux, d'autres plus prudents. Certains cherchent encore la reconnaissance institutionnelle, tandis que d'autres s'en détachent presque totalement. Monet observe ces différences sans chercher à les gommer. Il comprend que l'unité ne se trouve pas dans l'uniformité, mais dans la liberté laissée à chacun de suivre son propre regard. Dans ces échanges, Monet découvre un miroir de ses propres doutes.
Voir d'autres artistes lutter avec les mêmes questions le rassure autant qu'il l'inquiète. Il n'est plus seul à demander s'il est possible de peindre autrement, mais il mesure aussi combien ce chemin est incertain pour tous. La fraternité ne garantit ni le succès, ni même la survie matérielle. Elle offre surtout un espace de compréhension mutuelle rare et précieux. Les discussions sont intenses, parfois passionnées. On parle de lumière, de couleur, de rythme, mais aussi de fatigue, de découragement, de colère contre les institutions. Monet écoute beaucoup. Il parle peu, mais avec une attention extrême. Ces échanges nourrissent sa réflexion sans jamais la diriger. Il ne cherche pas à imposer sa vision, pas plus qu'il n'adopte celle des autres. Cette capacité à rester à la fois ouvert et indépendant est l'une de ses forces les plus discrètes. La fraternité se manifeste aussi dans les expositions alternatives, organisées en dehors des circuits officiels. Ces événements ne sont pas pensés comme des provocations, mais comme des tentatives de montrer ce qui ne trouve pas sa place ailleurs. L'accueil du public y est inégal, parfois hostile, parfois curieux. Monet observe avec lucidité ces réactions contrastées. Il comprend que le changement du regard collectif est un processus lent, semé de résistance. Mais cette fraternité comporte aussi ses tensions. La proximité n'empêche pas les jalousies, les incompréhensions, les désaccords esthétiques. Monet en souffre parfois. Il aurait aimé une unité plus solide, une reconnaissance partagée. Pourtant, il apprend à accepter ces fissures comme inévitables. Créer en marge implique une instabilité permanente, y compris dans les relations humaines. Ce qui relie véritablement ces peintres, au-delà des différences, c'est une même fatigue face aux mensonges visuels. Tous ressentent, à des degrés divers, que la peinture dominante ne rend plus compte du monde tel qu'il est vécu. Elle reproduit des formules, des récits figés, des effets attendus. En s'en éloignant, ils prennent le risque de l'invisibilité. Mais ils gagnent une liberté rare, celle de chercher sans garantie de résultat. Pour Monet, cette fraternité est aussi un espace de comparaison silencieuse. Voir les œuvres des autres l'oblige à préciser sa propre démarche. Il distingue ce qui lui correspond de ce qui ne lui appartient pas. Il admire certaines audaces, s'interroge sur certaines facilités. Cette confrontation constante l'empêche de s'installer dans une zone de confort. Elle maintient sa recherche en mouvement. La notion de groupe, pourtant, le met mal à l'aise. Il redoute que cette fraternité soit perçue comme une école, un courant fermé, avec ses codes et ses attentes implicites. Il craint que l'esprit de liberté qui l'anime se transforme en nouvelles normes. Cette crainte n'est pas abstraite. Il voit déjà apparaître des répétitions, des effets reconnaissables, qui risquent de vider la recherche de sa substance. Cette vigilance devient l'un de ses combats intérieurs les plus constants. Dans cette période, la motivation de Monet se recentre sur l'essentiel. Il ne s'agit plus de défendre une cause collective, mais de poursuivre une exploration personnelle, tout en acceptant la présence des autres. La fraternité est un soutien, non une destination. Elle permet de tenir, de ne pas sombrer dans le découragement total, mais elle ne remplace pas la solitude nécessaire à la création. La peur de Monet évolue encore. Il ne craint plus seulement l'échec individuel, mais la dilution de son regard dans une dynamique collective mal comprise. Il craint de représenter malgré lui un symbole qui simplifierait à l'excès une recherche complexe. Cette peur le pousse à se recentrer sans cesse sur l'expérience directe, sur le motif, sur la lumière telle qu'il la voit à un instant précis. Malgré ces tensions, la fraternité des peintres incompris joue un rôle décisif. Elle permet à Monet de comprendre que la transformation du regard ne peut être l'œuvre d'un seul individu. Même si chaque chemin est singulier, le fait que plusieurs regards convergent vers une remise en question des conventions crée une force silencieuse. Cette force n'est pas spectaculaire, mais persistante. Avec le temps, Monet comprend que cette fraternité est une étape, non une fin. Elle accompagne une période de lutte et de recherche intense. Elle prépare le terrain pour une reconnaissance future, sans la garantir. Mais surtout, elle lui apprend une leçon essentielle. On peut être profondément seul dans son regard, tout en étant entouré d'autres solitudes qui avancent dans la même direction.
Dans ce réseau fragile de relations, d'admiration et de désaccords, Monet affine sa position. Il n'est ni chef ni disciple. Il est un peintre parmi d'autres, engagé dans une exploration qui le dépasse. Cette humilité, loin de l'effacer, lui permet de rester fidèle à ce qui l'a toujours guidé. La lumière, changeante, insaisissable, et la volonté obstinée d'en rendre l'expérience sensible. La nature comme seule vérité. À mesure que les débats s'intensifient autour de la peinture nouvelle, Claude Monet détourne progressivement du tumulte des discussions esthétiques. Les polémiques, les expositions controversées, les querelles de style l'épuisent plus qu'elles ne le stimulent. Il comprend que sa place n'est pas dans l'argumentation, mais dans l'observation. Plus les discours se multiplient, plus il ressent le besoin de revenir à ce qui, pour lui, ne ment jamais, la nature. La nature n'est pas, chez Monet, un décor ou un prétexte. Elle est une présence active, changeante, imprévisible. Elle ne se laisse pas réduire à un ensemble de formats stables. Un champ n'est jamais le même d'une heure à l'autre. Un arbre ne porte jamais la même couleur selon la saison. L'eau reflète et déforme tout à la fois. Cette instabilité fascine Monet parce qu'elle correspond à son intuition profonde. Le réel n'est pas fixe, il est en perpétuelle transformation. Peindre la nature devient alors une forme de discipline morale. Il ne s'agit pas de l'idéaliser, ni de la dramatiser, mais de l'accueillir telle qu'elle se présente. Monet passe de longues heures à observer avant même de peindre. Il regarde comment la lumière glisse sur une surface, comment une ombre s'allonge imperceptiblement, comment les couleurs se répondent. Cette attention extrême demande un abandon de soi. Il faut taire ses attentes, ses habitudes, pour laisser le monde se manifester. Cette relation à la nature révèle aussi une peur fondamentale, celle de projeter trop de soi sur ce que l'on voit. Monet redoute de transformer le paysage en simple miroir de ses émotions. Il ne veut pas utiliser la nature comme un langage symbolique pour raconter ses états d'âme. Il cherche au contraire à s'effacer, autant que possible, pour laisser place à la sensation pure. Cette exigence est difficile, car elle va à l'encontre de l'idée romantique de l'artiste exprimant son intériorité. Pourtant, cet effacement n'est jamais total. Monet conscient que toute vision est subjective. Il sait qu'il ne peut pas disparaître complètement derrière ce qu'il peint. Mais il peut limiter l'intervention de l'intention narrative, du message prémédité. Il peut se rendre disponible à ce qui est là, ici et maintenant. La nature devient ainsi un partenaire, non un objet. Elle impose ses rythmes, ses contraintes, ses surprises. Cette fidélité à la nature influence profondément sa manière de travailler. Monet peint souvent le même motif à plusieurs reprises, non par obsession répétitive, mais parce qu'il comprend que chaque instant offre une vérité différente. Un même paysage contient une infinité de variations. En les explorant, il ne cherche pas à épuiser le motif, mais à reconnaître sa richesse inépuisable. La nature devient un laboratoire infini, où chaque observation ouvre de nouvelles possibilités. Ce rapport patient et humble à la nature contraste fortement avec les attentes du marché et du public. On attend des œuvres spectaculaires, immédiatement identifiables. Monet, lui, propose des nuances, des subtilités qui demandent du temps. Cette lenteur est presque un acte de résistance. Elle affirme que la vérité visuelle ne se donne pas dans l'instantané, mais dans l'attention prolongée. La nature offre aussi à Monet une forme de consolation. Face aux difficultés matérielles, aux tensions humaines, aux incompréhensions répétées, elle reste. Elle ne juge pas, ne rejette pas. Elle est là, changeante mais fidèle à sa propre logique. Cette présence apaise Monet, sans le rassurer complètement. Elle lui rappelle que le monde dépasse largement les querelles humaines, que la lumière continuera de changer, même si ses tableaux sont rejetés. Mais cette relation n'est pas idyllique. La nature impose aussi ses contraintes. Le froid, la pluie, la fatigue physique rendent parfois le travail éprouvant. Monet souffre, se décourage, se met en colère contre un ciel trop instable, une lumière trop fugace. Ces frustrations font partie intégrante de son processus. Elles lui rappellent qu'il ne contrôle rien, qu'il doit composer avec ce qui lui est donné. Dans cette confrontation permanente, Monet développe une forme de respect presque éthique pour le monde visible. Il refuse les effets faciles, les contrastes exagérés, les couleurs arbitraires.
Il cherche une justesse qui ne s'impose pas, mais qui s'imprègne lentement dans le regard. Cette justesse n'est jamais définitivement acquise. Elle doit être retrouvée chaque jour, chaque heure, chaque toile. La nature devient ainsi la seule vérité à laquelle Monet accepte de se soumettre. Non pas une vérité figée, mais une vérité mouvante, plurielle. Elle ne propose pas de réponses claires, mais des questions incessantes. Comment peindre ce qui change sans cesse? Comment rester fidèle à l'instant sans le figer? Ces questions ne trouvent pas de solution définitive. Elles nourrissent une recherche sans fin. En tournant vers la nature, Monet se détourne aussi, progressivement, des grandes villes et de leur agitation. Il ressent le besoin de lieux où le rythme du monde est dicté par le jour, la nuit, les saisons. Cette aspiration n'est pas un rejet de la modernité, mais une nécessité intérieure. Pour continuer à voir juste, il lui faut un environnement qui permette l'observation patiente. Ainsi, la nature n'est pas seulement un sujet récurrent dans son œuvre, elle est le fondement même de sa démarche. Elle lui offre un terrain d'exploration inépuisable, un cadre sans cadre, une vérité sans dogme. En choisissant de s'y confronter sans relâche, Monet affirme une position radicale. La peinture n'a pas à expliquer le monde, elle a à le regarder. Et dans ce regard attentif, humble et obstiné, se joue l'essence même de son art. Argenteuil, la lumière apprivoisée. Lorsque Claude Monet s'installe à Argenteuil, quelque chose change profondément dans sa relation au monde. Ce lieu, situé aux portes de la ville mais déjà tourné vers la nature, lui offre un équilibre qu'il n'avait jamais vraiment connu auparavant. Argenteuil n'est ni le tumulte oppressant de la grande cité, ni l'isolement total de la campagne reculée. C'est un espace de transition, un seuil, et ce caractère intermédiaire correspond parfaitement à l'état intérieur de Monet à ce moment de sa vie. À Argenteuil, la lumière devient une compagne quotidienne. Elle ne se manifeste pas de façon spectaculaire, mais dans une variété infinie de nuances. Le fleuve, les pontos, les rives, les jardins offrent un terrain d'observation idéal. L'eau, en particulier, fascine Monet. Elle reflète le ciel, absorbe les couleurs environnantes, brouille les limites entre le haut et le bas. Dans ces reflets mouvants, Monet retrouve tout ce qui l'obsède. L'instabilité, la vibration, l'impossibilité de fixer une forme définitive. Ce qui distingue cette période des précédentes, c'est une forme d'apaisement relatif. Les difficultés n'ont pas disparu, mais Monet a désormais un lieu qu'il connaît intimement. Cette familiarité lui permet d'aller plus loin dans l'observation. Il ne découvre plus seulement un paysage, il l'habite. Il en connaît les rythmes, les heures favorables, les transformations saisonnières. Cette connaissance approfondie lui permet de peindre avec une liberté nouvelle, moins tendue, plus confiante. Argenteuil devient ainsi un laboratoire à ciel ouvert. Monet y expérimente sans relâche. Il peint le même motif sous des lumières différentes, à des moments variés de la journée. Il ne cherche pas à produire une œuvre définitive, mais à comprendre comment la lumière modifie la perception. Chaque toile est une tentative, une hypothèse visuelle. Certaines lui semblent justes, d'autres insuffisantes. Il accepte ses échecs comme faisant partie intégrante du processus. Cette intensité de travail révèle aussi une nouvelle forme de motivation. Monet ne peint plus seulement par nécessité intérieure, mais par une curiosité presque scientifique. Il observe, compare, ajuste, il cherche à saisir des phénomènes subtils. La façon dont une ombre colorée remplace le noir, comment un ciel voilé adoucit les contrastes, comment la lumière du matin diffère de celle du soir. Cette attention minutieuse n'a rien de froid, elle est portée par un émerveillement constant. La peur, pourtant, n'a pas totalement disparu. Monet craint parfois de se répéter, de tourner en rond autour des mêmes motifs. Argenteuil, par sa familiarité même, comporte ce risque, mais il apprend à transformer cette répétition en approfondissement. Peindre plusieurs fois le même lieu ne signifie pas se copier, mais reconnaître que le lieu n'est jamais identique. Cette prise de conscience est essentielle. Elle l'autorise à rester longtemps au même endroit, sans s'y enfermer. Dans cette période, Monet affine également sa technique. Les touches deviennent plus affirmées, plus visibles, mais aussi plus maîtrisées. Il ne s'agit plus seulement de rapidité, mais de justesse. Il apprend à poser la couleur là où elle est nécessaire, à suggérer plutôt qu'à décrire. Le tableau cesse d'être une accumulation de détails pour devenir une organisation de sensations. Cette économie du geste donne à ses œuvres une clarté nouvelle.
Argenteuil est aussi un lieu de sociabilité artistique. D'autres peintres viennent, observent, discutent, mais Monet ne se laisse pas distraire par cette présence. Il apprécie les échanges sans perdre de vue sa recherche personnelle. Il ne cherche pas à faire école, ni à imposer une méthode. Il continue à avancer selon son propre rythme, attentif avant tout à ce que le paysage lui offre. La lumière d'Argenteuil n'est pas spectaculaire, mais elle est constante dans sa variation. Elle permet à Monet de comprendre que la lumière n'est pas un élément ajouté au paysage, mais ce qui le constitue. Sans elle, les formes n'existent pas. Cette compréhension transforme profondément sa manière de peindre. Il ne part plus des objets pour aller vers la lumière, mais de la lumière pour faire émerger les objets. Cette inversion du regard marque une étape décisive. À Argenteuil, Monet ne cherche plus à capturer la lumière, comme on capturerait un instant fugitif. Il cherche à vivre avec elle, à en comprendre les rythmes. La peinture devient une forme de cohabitation avec le monde visible. Cette relation plus stable, plus confiante, donne naissance à des œuvres d'une grande cohérence. Pourtant, Monet est conscient de la fragilité de cet équilibre. Les conditions matérielles, les changements de vie, les aléas personnels peuvent à tout moment le remettre en question. Cette conscience aiguë de l'impermanence l'empêche de s'installer dans une satisfaction tranquille. Il continue à travailler avec intensité, comme si chaque jour comptait. Argenteuil n'est donc pas seulement un lieu géographique, c'est un moment dans la vie de Monet où la lumière cesse d'être un adversaire insaisissable pour devenir une interlocutrice familière. Il ne la domine pas, il ne la maîtrise pas totalement, mais il apprend à dialoguer avec elle. Dans ce dialogue patient, exigeant, se construit une maturité artistique qui prépare les grandes explorations à venir. À travers les rives, les reflets et les ciels changeants d'Argenteuil, Monet découvre que la lumière peut être apprivoisée sans être enfermée. Elle reste libre, mouvante, mais elle accepte de se laisser rapprocher par un regard attentif et humble. Cette leçon, acquise dans la répétition et la patience, deviendra l'un des fondements les plus solides de son œuvre future. La reconnaissance tardive et ses ambiguïtés. Lorsque la reconnaissance commence enfin à se dessiner pour Claude Monet, elle n'apporte ni soulagement immédiat, ni sentiment de victoire éclatante. Elle arrive lentement, presque à contre-cœur, comme si le monde de l'art hésitait encore à accepter pleinement ce qu'il avait d'abord rejeté. Monet, qui pendant très longtemps vécut dans la difficulté matérielle et morale, accueille cette évolution avec une prudence mêlée de méfiance. Il sait trop bien combien les jugements peuvent changer et à quel point la reconnaissance peut être fragile, conditionnelle, parfois trompeuse. Cette reconnaissance n'est pas uniforme. Certains admirent sincèrement son travail, d'autres le tolèrent sans vraiment le comprendre. Il n'est pas célébré comme un maître incontesté, mais comme une figure désormais impossible à ignorer. Cette situation intermédiaire crée une tension particulière. Monet n'est plus un marginal total, mais il n'est pas encore intégré sans réserve. Cette position inconfortable l'oblige à repenser sa relation au public et aux institutions. La reconnaissance apporte aussi des avantages concrets. Les ventes deviennent plus régulières, les conditions de vie s'améliorent légèrement. Pour la première fois, Monet peut envisager l'avenir avec un peu moins d'angoisse. Cette amélioration matérielle, pourtant, ne dissipe pas ses inquiétudes. Il craint que le succès n'altère son regard, qu'il ne l'incite pas à répéter ce qui plaît, à produire des œuvres attendues plutôt que nécessaires. Cette peur n'est pas abstraite. Il observe autour de lui des artistes qui, une fois reconnus, se figent dans une formule rentable. Monet refuse cette tentation, mais il sait qu'elle guette. Il se méfie de lui-même autant que des autres. Chaque nouvelle toile est l'occasion de se demander s'il peint par nécessité intérieure ou par anticipation du regard extérieur. Cette vigilance constante est épuisante, mais elle est aussi protectrice. Elle l'empêche de s'installer dans une routine confortable au détriment de la recherche. La reconnaissance transforme également le regard que les autres portent sur son parcours passé. Ce qui était autrefois considéré comme de l'entêtement ou de l'incompétence est désormais relu comme de la persévérance ou de l'audace. Monet observe cette réécriture avec une certaine distance. Il sait que son chemin n'a pas changé rétroactivement parce qu'il est mieux accepté. Les doutes, les peurs, les renoncements ont été bien réels et aucun succès tardif ne les efface. Cette période met en lumière une ambiguïté fondamentale. Être reconnu pour une démarche qui, par essence, refuse les cadres.
Monet se retrouve parfois invité, sollicité, commenté, alors même qu'il a toujours cherché à se tenir à l'écart des discours et des systèmes. Cette contradiction le met mal à l'aise. Il ne veut pas devenir un symbole figé, une référence académique. Il craint que sa peinture, née du refus des conventions, ne soit à son tour institutionnalisée. La peur de la récupération est réelle. Monet voit certains aspects de son travail simplifiés, caricaturés, réduits à des effets visuels séduisants. La complexité de sa recherche, sa lenteur, ses hésitations disparaissent parfois derrière une image de peintre lumineux et décoratif. Cette simplification l'inquiète. Il redoute que l'essentiel de son travail, la tension entre le regard et le temps, soit perdu dans une lecture superficielle. Face à cette situation, Monet choisit une stratégie discrète mais efficace. Continuer à travailler sans se laisser détourner. Il ne cherche pas à corriger les interprétations erronées par des discours. Il préfère répondre par de nouvelles œuvres, plus exigeantes, parfois déroutantes. Il fait confiance au temps, convaincu que la cohérence d'une recherche finira par se révéler au-delà des modes et des malentendus. La reconnaissance tardive agit aussi sur sa relation à lui-même. Monet commence à mesurer le chemin parcouru, non avec fierté ostentatoire, mais avec une forme de gravité. Il comprend que sa vie est désormais indissociable de son œuvre, que ses choix, souvent douloureux, ont façonné une trajectoire singulière. Cette conscience renforce son sentiment de responsabilité. Il ne peint plus seulement pour lui, mais aussi pour ce regard futur qu'il imagine, plus attentif, plus patient. Mais cette projection vers l'avenir ne le rassure pas totalement. Monet reste hanté par la possibilité de l'échec final. Il se demande si son œuvre résistera au temps, si elle ne sera pas réduite à une curiosité passagère. Ces interrogations ne le paralysent pas, mais elles nourrissent une exigence toujours plus grande. Il refuse les compromis faciles, même si ceux-ci pourraient lui assurer un succès plus large. La reconnaissance modifie enfin son rapport au lieu. Avec une stabilité financière relative, Monet peut choisir plus librement ses environnements de travail. Cette liberté nouvelle ouvre des perspectives inédites. Il commence à envisager des projets plus vastes, plus ambitieux, qui exigent du temps et de la continuité. Cette évolution marque un tournant. La recherche ne se limite plus à des études ponctuelles, mais s'oriente vers des ensembles cohérents, pensés sur la durée. Ainsi, la reconnaissance tardive n'est ni une fin ni une apothéose. Elle est une étape complexe, traversée de contradictions. Elle offre des possibilités nouvelles, tout en posant de nouveaux risques. Monet l'accueille avec une lucidité sans illusion, conscient que le succès peut être aussi déstabilisant que l'échec. Fidèle à lui-même, il choisit de ne pas se définir par le regard des autres, mais de continuer à explorer ce qui, depuis le début, guide son geste, la lumière, le temps et la fragile vérité de la sensation. Giverny ou la construction d'un monde intérieur. Lorsque Claude Monet découvre Giverny, ce n'est pas un coup de foudre spectaculaire, mais une reconnaissance silencieuse. Le lieu ne s'impose pas par sa grandeur ni par une beauté immédiatement saisissante. Il offre autre chose, de plus rare, une possibilité de durée. Après des années de déplacement, d'instabilité et d'adaptation constante, Giverny apparaît comme un espace où il devient fin possible de s'ancrer, sans se figer. Monet n'y cherche pas un refuge, mais un terrain d'exploration à long terme. S'installer à Giverny signifie bien plus que changer d'adresse. C'est un choix existentiel. Pour la première fois, Monet peut façonner son environnement en fonction de sa manière de voir. Il ne se contente pas d'habiter un paysage, il le transforme, lentement, patiemment. Le jardin n'est pas conçu comme un décor ornemental, mais comme un prolongement de son regard. Chaque plante, chaque allée, chaque point d'eau est pensé en fonction de la lumière, des saisons, des perspectives possibles. Cette construction progressive d'un monde intérieur révèle une motivation profonde. Créer un espace où l'observation peut se déployer sans interruption. À Giverny, Monet n'est plus soumis aux contraintes extérieures de manière aussi brutale. Il peut revenir chaque jour au même motif, observer ses variations infimes, approfondir une recherche sans être contraint par le besoin immédiat de nouveautés. Cette continuité est essentielle à son travail. Elle lui permet de passer d'une peinture de l'instant à une peinture du temps. Le jardin devient ainsi une œuvre en soi, mais une œuvre vivante, changeante. Monet y travaille avec la même exigence que sur ses toiles. Il observe la croissance des plantes, les effets de couleur, les moments de floraison. Il apprend à anticiper, à attendre. Cette patience n'est pas passive,
Elle est nourrie d'une attention constante. Le jardin n'est jamais achevé, tout comme sa peinture ne le sera jamais. Il est un processus, non un résultat. Cette immersion totale dans un environnement façonné par lui-même n'est pas sans danger. Monet en est conscient. Il craint parfois de se refermer sur un univers trop contrôlé, trop familier. La peur de l'autosuffisance le hante. Et si ce monde intérieur devenait un écran entre lui et la réalité extérieure? Pour éviter cet enfermement, il maintient une exigence radicale envers son propre regard. Il ne peint pas son jardin parce qu'il lui appartient, mais parce qu'il continue à lui résister, à lui échapper. À Giverny, la relation de Monet à la nature change subtilement. Il ne s'agit plus seulement de se confronter à ce qui est donné, mais d'observer ce qui advient dans un espace qu'il a contribué à créer. Cette situation nouvelle complexifie son rapport à la vérité visuelle. La nature n'est plus entièrement extérieure, elle est partiellement façonnée. Monet se demande alors jusqu'où il peut intervenir sans trahir ce qu'il cherche à voir. Cette question nourrit une réflexion silencieuse, jamais théorisée, mais constamment présente dans son travail. Les bassins, les ponts, les massifs floraux deviennent des motifs récurrents, non par facilité, mais parce qu'ils offrent une infinité de variations. L'eau en particulier occupe une place centrale. Elle réfléchit, absorbe, dissout les formes. Elle brouille la distinction entre le ciel et la terre. Dans ces reflets instables, Monet trouve un terrain idéal pour explorer la dissolution des contours, la disparition progressive des repères traditionnels de la composition. Giverny permet à Monet aussi de se détacher davantage du regard social. Les visites, les commentaires, les attentes existent toujours, mais elles sont tenues à distance. Dans cet espace qu'il maîtrise, il peut travailler à l'écart des modes, sans se soucier de l'effet immédiat de ses œuvres. Cette liberté retrouvée renforce son exigence. Il ne peint plus pour convaincre, ni même pour être compris. Il peint pour répondre à une nécessité intérieure devenue plus claire. Mais cette intensité de travail a un coût. Monet s'investit totalement dans ce monde intérieur, parfois au détriment de sa santé et de son équilibre émotionnel. Il s'épuise, s'obstine, recommence sans cesse. La peur de ne pas aller assez loin, de ne pas être à la hauteur de ce qu'il pressent, l'habite constamment. Cette inquiétude n'est pas un frein, elle est le moteur d'une recherche toujours plus radicale. À Giverny, Monet commence à penser en termes de séries, sans encore les concevoir comme telles de manière systématique. Il comprend que peindre un motif isolé ne suffit plus. Il veut montrer le passage du temps, la répétition différenciée, la transformation continue. Le jardin lui offre cette possibilité. Il devient un théâtre silencieux où se jouent les variations infinies de la lumière. Cette construction de ce monde intérieur n'est donc pas un repli, mais une expansion. En se concentrant sur un espace limité, Monet ouvre un champ de recherche presque illimité. Il accepte de réduire le périmètre pour approfondir l'expérience. Cette démarche va à l'encontre de l'idée de progrès linéaire ou de nouveauté constante. Elle affirme que la profondeur naît de la fidélité et de la patience. Giverny marque ainsi une étape décisive dans la trajectoire de Monet. Ce n'est pas un aboutissement, mais une condition nouvelle pour aller plus loin. En façonnant son environnement, il ne cherche pas à contrôler le monde, mais à créer les conditions d'un regard toujours plus attentif, toujours plus exigeant. Ce monde intérieur, nourri par la lumière et le temps, deviendra le lieu d'une exploration ultime, où la peinture se rapprocherait de plus en plus d'une expérience immersive, presque sans limite. Peindre le temps plutôt que les choses. À Giverny, Claude Monet comprend peu à peu que son véritable sujet n'a jamais été le paysage en tant que tel, mais le temps qui le traverse. Cette prise de conscience ne surgit pas comme une révélation soudaine. Elle s'impose lentement, à mesure qu'il observe les mêmes motifs jour après jour, saison après saison. Les objets restent, les lieux demeurent reconnaissables, mais tout change autour d'eux. La lumière, l'air, l'humidité, la position du soleil transforment sans cesse ce qui semblait immobile. Monet réalise alors que peindre une chose revient toujours, en réalité, à peindre un moment. Cette compréhension modifie profondément sa manière de travailler. Il ne s'agit plus de trouver le point de vue idéal, celui qui résumerait un paysage de façon définitive. Une telle ambition lui apparaît désormais vaine. Aucun point de vue ne peut contenir la totalité d'un lieu, car ce lieu n'existe jamais deux fois de la même manière. Monet renonce donc à l'idée de synthèse. Il accepte la fragmentation, la répétition, la série comme seule réponse honnête à l'expérience du réel. Peindre le temps implique une discipline nouvelle, presque ascétique.
Monet organise ses journées en fonction des variations lumineuses. Il passe d'une toile à l'autre, parfois en quelques minutes, pour suivre les changements rapides de l'atmosphère. Ce va-et-vient incessant est épuisant, mais nécessaire. Il ne s'agit pas de produire rapidement, mais de rester en phase avec ce qui se transforme. Le peintre devient un guetteur, attentif au moindre glissement de couleur, à la plus infime modification de ton. Dans cette approche, le tableau cesse d'être une fenêtre ouverte sur le monde. Il devient une surface où s'inscrit la durée. Chaque toile est liée à un instant précis, mais elle n'a de sens qu'en relation avec les autres. Isolée, elle peut sembler incomplète. Ensemble, elles forment une sorte de récit sans mots, une chronique visuelle du passage du temps. Monet ne raconte pas une histoire, il montre un processus. Cette manière de peindre accentue certaines de ses peurs anciennes. Il craint que cette répétition ne soit perçue comme un appauvrissement, une absence d'invention. Il redoute que le public ne voit dans ces séries qu'une variation décorative autour d'un même thème. Mais il ne peut pas renoncer à cette voie. Elle correspond trop étroitement à ce qu'il ressent. Pour lui, la véritable invention ne réside pas dans le changement de sujet, mais dans l'approfondissement de la perception. Peindre le temps, c'est aussi accepter l'inachèvement. Aucun tableau ne peut prétendre être définitif, puisqu'il ne saisit qu'un fragment de la réalité. Cette acceptation est difficile pour Monet, qui a toujours été exigeant, parfois jusqu'à la souffrance. Il lutte contre la tentation de retoucher indéfiniment, de chercher une perfection qui n'existe pas. Il apprend, lentement, à laisser une toile s'arrêter là où la sensation a été juste, même si le résultat lui semble imparfait. Cette relation au temps transforme également son rapport à la mémoire. Monet ne peint pas de souvenirs, il ne reconstitue pas des instants passés. Il travaille dans une proximité extrême avec le présent. Pourtant, en accumulant les toiles, il construit une mémoire visuelle involontaire. Les variations se répondent, se contredisent, se complètent. Le temps vécu devient visible, non comme une ligne continue, mais comme une constellation de moments. La matière picturale elle-même évolue dans ce contexte. Les touches deviennent plus libres, parfois presque abstraites. Monet ne cherche plus à définir précisément les formes, il les laisse se dissoudre dans la couleur et la lumière. Cette dissolution n'est pas un abandon, mais une conséquence logique de son projet. Si le sujet est le temps, alors les formes doivent accepter de perdre leur stabilité. Elles deviennent des supports temporaires pour la sensation. Cette évolution inquiète certains de ses contemporains, y compris parmi ses soutiens. On s'interroge sur la direction prise par son travail. Monet est-il en train de s'éloigner trop radicalement de la représentation? Est-il encore possible de reconnaître ce qu'il peint? Ces questions ne le laissent pas indifférent. Il les entend, mais il ne s'y arrête pas. Il sait que revenir en arrière serait trahir ce qu'il a découvert. Peindre le temps, pour Monet, devient aussi une manière d'affronter sa propre finitude. En observant les cycles naturels, il prend conscience du vieillissement, du sien et de celui du monde. Chaque saison qui revient n'est jamais tout à fait la même. Cette répétition avec différence résonne profondément en lui. Elle lui offre une forme de consolation face à l'irréversibilité du temps humain. Si rien ne revient identique, rien ne disparaît totalement non plus. Cette dimension existentielle n'est jamais explicitement formulée dans son travail. Monet ne cherche pas à philosopher par la peinture, mais sa manière de peindre engage une réflexion silencieuse sur le rapport entre l'homme et le temps. En refusant les images figées, il propose une vision du monde où la permanence n'est qu'une illusion, où seule la transformation est constante. Ainsi, en choisissant de peindre le temps plutôt que les choses, Monet franchit une étape décisive. Il dépasse la question du motif pour atteindre une interrogation plus profonde sur la nature même de la perception. Le paysage devient un prétexte, un support, pour explorer ce qui ne peut être vu directement. Le passage, la durée, l'instant qui s'échappe. Cette quête exigeante et solitaire prépare les œuvres les plus radicales de sa maturité, où la peinture s'approchera de plus en plus d'une expérience immersive, presque sans frontières. La douleur, la maladie et l'obstination de créer. À mesure que Claude Monet avance en âge, le temps qu'il s'efforce de peindre commence aussi à s'inscrire dans son propre corps. La fatigue devient plus présente, plus lourde. Les douleurs ne sont plus passagères, mais persistantes. Ce qui autrefois relevait de l'effort physique nécessaire au travail en plein air se transforme progressivement en lutte quotidienne contre les limites du corps.
Monet découvre que la quête artistique ne se déroule plus seulement face à la nature, mais aussi face à lui-même. La maladie s'installe sans bruit, mais avec une constance implacable. Sa vision se modifie, se trouble, perd de sa précision. Pour un peintre dont toute l'œuvre repose sur la perception de la lumière et des nuances, cette atteinte est une épreuve presque insupportable. Monet en souffre profondément, non seulement physiquement, mais psychologiquement. Il redoute plus que tout de ne plus voir juste, de perdre ce regard qui a guidé toute sa vie. Cette peur est immense, elle touche au cœur même de son identité. Peindre a toujours été pour lui une manière d'exister, de se relier au monde. La perspective de ne plus pouvoir le faire correctement équivaut à une forme d'effacement. Monet traverse des périodes de découragement intenses, où l'idée d'abandonner le travail lui traverse l'esprit. Mais ces moments de faiblesse ne durent jamais, quelque chose en lui refuse de céder. L'obstination devient alors une force centrale. Monet continue à peindre malgré la douleur, malgré la fatigue, malgré la vision altérée. Cette persévérance n'a rien d'héroïque au sens spectaculaire du terme. Elle est silencieuse, parfois désespérée. Il peint parce qu'il ne sait pas faire autrement. La peinture n'est plus seulement une recherche esthétique, elle devient un acte de résistance contre la disparition. Cette période modifie profondément son rapport à son propre travail. Monet doute plus que jamais de ce qu'il produit. Il s'interroge sur la fidélité de ses perceptions, sur la justesse de ses couleurs. Les toiles s'accumulent, certaines sont détruites dans un accès de colère ou de frustration. Cette destruction n'est pas un geste de rejet de l'art, mais l'expression d'une exigence intacte. Monet refuse de laisser subsister des œuvres qu'il juge mensongères. Paradoxalement, ces troubles visuels transforment aussi son langage pictural. Les formes deviennent plus floues, les contours plus incertains, les couleurs plus intenses, parfois presque irréelles. Certains y verront plus tard une audace radicale, une avancée vers une peinture presque abstraite. Mais pour Monet, il ne s'agit pas d'un choix théorique. Il peint ce qu'il voit, même si ce qu'il voit a changé. Cette fidélité absolue à la perception, même altérée, est au cœur de son intégrité artistique. La douleur isole Monet davantage. Il se replie, limite les visites, supporte difficilement les sollicitations. Cette solitude n'est pas une posture, mais une nécessité. Il lui faut toute son énergie pour continuer à travailler. Chaque journée devient une épreuve à surmonter. Pourtant, dans cet isolement, il trouve aussi une forme de concentration extrême. Le monde extérieur s'estompe, ne laissant place qu'à la relation entre le regard, la toile et la lumière. La peur de l'échec final ne le quitte jamais. Monet se demande si cette obstination a encore un sens, si les œuvres qu'il produit correspondent vraiment à ce qu'il cherche. Il ne se rassure pas en pensant à sa réputation ou à son héritage, ces notions lui importent peu à ce stade. Ce qui compte, c'est l'honnêteté du geste présent. Tant qu'il peut poser une couleur en accord avec une sensation, il continue. La maladie lui impose une nouvelle relation au temps. Les journées sont plus courtes, l'énergie plus limitée. Monet doit choisir ses moments, accepter de ne pas tout faire. Cette contrainte douloureuse l'oblige à une forme de dépouillement. Il va à l'essentiel. Il ne cherche plus à multiplier les motifs ou les expériences. Il se concentre sur ce qui lui semble indispensable, presque vital. Dans cette lutte, la peinture devient une forme de dialogue avec la douleur. Monet ne la nie pas, ne la sublime pas. Il travaille avec elle, malgré elle. Chaque toile achevée est une victoire fragile, provisoire. Il sait que le lendemain pourrait être plus difficile, mais il avance, toile après toile, sans se projeter trop loin. Cette manière de vivre dans l'instant rejoint paradoxalement le cœur de sa démarche artistique. Cette période révèle une dimension profondément humaine de Monet. Derrière le peintre de la lumière, on découvre un homme confronté à la fragilité, à la peur de la perte, à la finitude. Il n'y a pas de grandeur théâtrale dans cette confrontation. Il y a une obstination silencieuse, une fidélité à soi-même poussée jusqu'à ses limites. En continuant à créer malgré la maladie, Monet ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Il ne se bat pas contre le corps par orgueil. Il peint parce que peindre est sa manière de rester vivant. Cette obstination n'est pas une négation de la souffrance, mais une manière de lui opposer un sens.
Tant que la lumière, même trouble, lui continue de parvenir, il répond par la couleur. Ainsi, la douleur et la maladie ne mettent pas fin à sa recherche. Elles la transforment, l'intensifient, la rendent plus urgente. Dans cette dernière phase de lutte, Monet pousse sa peinture vers une sincérité extrême, où chaque toile est un témoignage d'un combat intime entre la fragilité humaine et le désir irrépressible de voir, encore et toujours. Les Nymphéas, une œuvre sans fin. Dans les dernières années de sa vie, Claude Monet s'engage dans une entreprise qui dépasse tout ce qu'il a entrepris jusque-là. Les Nymphéas ne sont pas une série parmi d'autres, ni un simple prolongement de ses recherches précédentes. Ils constituent une œuvre ouverte, sans début ni fin clairement définie, une immersion totale dans un monde où la peinture cesse presque d'être un objet pour devenir une expérience. Monet n'aborde pas ce projet comme une synthèse de son parcours, mais comme une nécessité absolue, presque obsessionnelle. Le bassin de Giverny, déjà familier, devient le centre de cette exploration. Les nénuphars, flottant à la surface de l'eau, offrent un motif paradoxal, à la fois stable et changeant, identifiable et insaisissable. Ils ne structurent pas l'espace de manière traditionnelle. Ils n'imposent ni perspective claire, ni point de fuite. Autour d'eux, l'eau reflète le ciel, les arbres, la lumière, effaçant toute hiérarchie entre le haut et le bas. Monet comprend qu'il tient là un motif capable de porter sa recherche à son point extrême. Avec les Nymphéas, la notion même de cadre est remise en question. Monet ne pense plus la toile comme une fenêtre ouvrant sur un paysage, il la conçoit comme une surface continue, où le regard peut se perdre sans repère fixe. Cette ambition transforme radicalement son rapport à l'espace pictural. Les bords du tableau cessent d'être des limites claires, ils deviennent des seuils, suggérant que ce que l'on voit pourrait se prolonger au-delà. Cette approche est profondément liée à son rapport au temps. Les Nymphéas ne cherchaient pas à saisir un instant précis, identifiable. Ils englobent une durée diffuse, une succession de moments fondus les uns dans les autres. Monet ne peint pas un matin ou un soir particulier, mais une continuité sensible. Cette dilution du temps rejoint sa vision mûrie au fil des années. Le réel ne se laisse pas découper proprement, il s'écoule. Le travail sur ces grandes toiles est éprouvant. Physiquement affaibli, la vision altérée, Monet s'acharne pourtant. Il peint debout, recule, s'approche, recommence. Les gestes sont amples, parfois violents. La peinture devient un combat avec la surface, avec la matière, avec soi-même. Les retouches sont incessantes. Aucune toile ne lui semble jamais vraiment achevée. Cette insatisfaction permanente n'est pas un défaut, elle est le moteur même de l'œuvre. La peur de l'inachèvement hante Monet, mais il finit par l'accepter comme une donnée fondamentale. Les Nymphéas ne peuvent pas être terminés au sens classique du terme, parce que leur sujet, l'eau, la lumière, le reflet, est par nature infini. Chaque tentative d'achèvement révèle aussitôt ce qui manque encore. Monet comprend que cette œuvre ne sera jamais close, même après sa disparition. Elle est un fragment d'un processus plus vaste que lui. Cette dimension sans fin n'est pas seulement esthétique, elle est existentielle. En se plongeant dans les Nymphéas, Monet affronte sa propre finitude. Il sait que le temps lui est compté, que son corps ne lui permettra pas indéfiniment de travailler ainsi. Pourtant, il continue, comme s'il cherchait à inscrire dans la peinture une durée qui le dépasse. Les Nymphéas deviennent une manière de dialoguer avec l'idée de la mort, sans la nommer. L'absence de repères traditionnels dans ces toiles déroute encore une partie du public. Certains y voient une perte de maîtrise, un abandon des formes. D'autres perçoivent au contraire une liberté radicale, une peinture affranchie des conventions de la représentation. Monet n'intervient pas dans ces débats. Il est trop absorbé par le travail pour se soucier de l'interprétation immédiate. Ce qui l'importe, c'est la justesse de la sensation produite, ici et maintenant. Dans les Nymphéas, la couleur acquiert une autonomie nouvelle. Elle ne sert plus à décrire des objets, mais à créer un champ visuel immersif. Les bleus, les verts, les roses, les violets se mêlent, se superposent, vibrent. La surface de l'eau devient un espace mental autant que physique. Le regard du spectateur n'est plus guidé, il est invité à errer. Cette errance est essentielle, elle reproduit l'expérience même de la contemplation. Monet conçoit ses œuvres à une échelle inhabituelle. Les grandes dimensions ne sont pas un effet de monumentalité gratuite, elles répondent à une ambition précise, englober le regard, l'envelopper. Monet veut que le spectateur ne soit plus face à la peinture, mais dedans. Cette idée audacieuse transforme radicalement la relation traditionnelle entre l'œuvre et celui qui la regarde. La peinture devient un environnement.
Dans ce projet, Monet ne cherche pas à résumer sa carrière, ni à laisser une testamentation artistique au sens classique du terme. Il ne regarde pas en arrière, il pousse simplement sa recherche jusqu'à ses limites. Les nymphéas sont l'aboutissement logique d'une vie passée à observer la lumière et le temps. Ils ne concluent rien, ils ouvrent. Cette œuvre sans fin incarne parfaitement la cohérence profonde de son parcours. Depuis les premières observations de la lumière changeante jusqu'à cette immersion totale dans le reflet et la couleur, Monet n'a cessé de refuser les certitudes figées. Les nymphéas prolongent ce refus. Ils proposent une peinture où rien n'est stable, où tout est relation, vibration, passage. Ainsi, dans ses toiles tardives, Monet atteint une forme de radicalité silencieuse. Il ne cherche plus à représenter le monde, mais à offrir une expérience de regard. Une expérience qui ne se donne pas immédiatement, qui demande du temps, de la disponibilité, une forme de lâcher-prise. Les nymphéas ne se regardent pas comme on regarde une image, ils se vivent. En cela, cette œuvre sans fin dépasse largement son époque. Elle annonce une autre manière de penser la peinture, non comme un objet clos, mais comme un espace de perception. Monet, en s'abandonnant à cette recherche jusqu'à l'extrême, n'achève pas une histoire, il en ouvre une autre, où la lumière, le temps et le regard se confondent dans une expérience toujours recommencée. Apprendre au monde à voir la lumière. Ce que Claude Monet lègue au monde ne se résume pas à une somme de tableaux, aussi célèbres soient-ils. Son héritage le plus profond est invisible, presque impalpable, une transformation durable du regard. Sans manifeste, sans discours théorique structuré, il a appris au monde à voir autrement. Non pas à reconnaître des formes nouvelles, mais à prêter attention à ce qui, jusque-là, semblait aller de soi. La lumière, le temps, la variation deviennent soudain des réalités centrales, dignes d'être observées pour elles-mêmes. Monet n'a jamais prétendu enseigner. Il ne s'est pas posé en maître délivrant une méthode. Pourtant, son œuvre agit comme une initiation silencieuse. En regardant ses toiles, le spectateur est invité à ralentir, à suspendre ses habitudes visuelles. Il ne s'agit plus de comprendre immédiatement ce qui est représenté, mais de ressentir. Cette invitation est exigeante. Elle demande une disponibilité intérieure, une acceptation de l'incertitude. Regarder la lumière, c'est accepter qu'elle ne se laisse pas saisir complètement. Apprendre à voir la lumière, c'est aussi apprendre à voir le monde comme un ensemble de relations, plutôt que comme une collection d'objets. Chez Monet, rien n'existe isolément. Les formes émergent de la couleur naît de la lumière dépend du temps et de l'atmosphère. Cette vision relationnelle modifie profondément la perception. Elle invite à considérer le réel non comme quelque chose de fixe, mais comme un réseau de phénomènes en interaction constante. Cette transformation du regard dépasse largement le champ de la peinture. Elle influence la manière dont nous percevons les paysages, les villes, les moments ordinaires de la vie quotidienne. Après Monet, il devient difficile de regarder un lever de soleil, un reflet sur l'eau ou un ciel nuageux sans percevoir leur caractère changeant, fugitif. Il a rendu visible ce qui était là depuis toujours, mais que l'on ne prenait pas le temps de voir. La force de cet héritage tient aussi à son absence de dogmatisme. Monet ne dit jamais « voilà comment il faut voir », il montre simplement une possibilité. Libre à chacun de l'accepter ou non. Cette liberté est essentielle. Elle explique pourquoi son œuvre continue de résonner bien au-delà de son époque. Elle ne contraint pas, elle ouvre. Elle ne ferme aucune porte, elle en entr'ouvre une. Apprendre à voir la lumière, c'est également accepter la subjectivité du regard. Monet ne cherche jamais à imposer une vision objective du monde. Il assume pleinement le caractère situé, momentané, personnel de toute perception. Cette acceptation est profondément moderne. Elle rompt avec l'idée d'une vérité unique et stable. Elle reconnaît que voir, c'est toujours voir depuis quelque part, à un moment donné, avec un corps et une sensibilité particuliers. Cette leçon est d'une actualité étonnante. Dans un monde saturé d'images rapides, de représentations immédiates et souvent simplifiées, l'œuvre de Monet rappelle la valeur de l'attention. Elle invite à résister à la consommation rapide du visible, à retrouver une forme de contemplation. Regarder la lumière, c'est aussi apprendre à être présent,
ici et maintenant, sans chercher à posséder ce que l'on voit. Monet a également appris au monde que la peinture pouvait être autre chose qu'un récit ou une illustration. Elle peut être une expérience, un espace de perception. En cela, son œuvre a ouvert la voie à de nombreuses explorations artistiques ultérieures, bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Mais cet impact historique, aussi important soit-il, n'est qu'une conséquence secondaire de sa recherche intime. Ce qui rend son parcours si cohérent, c'est qu'il n'a jamais cherché à changer le monde de l'art. Il a simplement cherché à être fidèle à ce qu'il voyait. C'est cette fidélité obstinée, parfois douloureuse, qui a fini par produire un bouleversement profond. En restant attentif à la lumière, il a déplacé le centre de gravité de la peinture, du sujet vers la perception. Apprendre à voir la lumière, c'est enfin apprendre à accepter le passage du temps. Chez Monet, rien n'est figé, rien n'est éternel. Chaque instant est précieux précisément parce qu'il est éphémère. Cette vision n'est ni pessimiste ni mélancolique, elle est profondément vivante. Elle célèbre le changement comme une richesse, non comme une perte. Ainsi, l'héritage de Monet ne se mesure pas seulement en musée, en exposition ou en record de fréquentation. Il se mesure dans chaque regard, qui s'attarde un peu plus longtemps sur un paysage, dans chaque attention portée à une nuance de couleur, à une variation de lumière. Il a appris au monde que voir est un acte actif, exigeant, mais infiniment riche. En consacrant toute sa vie à cette quête, Monet n'a pas simplement peint la lumière, il a montré qu'elle pouvait devenir un langage, une manière de penser, une façon d'habiter le monde. Et cette leçon, silencieuse mais persistante, continue d'agir, invitant chacun à regarder, peut-être pour la première fois, ce qui était là depuis toujours. Avant de nous quitter, prenons un dernier instant pour laisser cette histoire résonner. Vous avez suivi le chemin d'un homme qui n'a jamais cessé de chercher non la gloire, mais la justesse du regard. À travers la lumière, le temps et la patience, cette vie nous rappelle l'importance de l'attention et de la présence au monde. Merci d'avoir partagé ce moment, d'avoir écouté, regardé intérieurement et pris le temps. Si cette immersion vous a touché, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien permet à ces histoires de continuer à vivre et à être racontées.